Monsieur le recteur, Madame la doyenne, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ambassade et de AI for Belgium, et Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence débat consacrée à la traçabilité numérique des denrées alimentaires. Donc, je souhaite également la bienvenue à nos internautes qui nous suivent via le webinaire. Ook een hartelijk welkom aan onze Nederlandstalige collega's. Die kunnen ons volgen in het Vlaams. Dus u moet klikken op het wereldtab die onderaan het scherm ligt. En dan u moet EN selecteren. Je passe immédiatement la parole à Pierre Volpert, qui est le recteur de l'Université de Liège, mais qui a également été longtemps le doyen de la faculté de sciences appliquées et polytechniques et le directeur de l'Institut Montefiore, qui est réputé dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Merci à mon tour de saluer les délégations de l'ambassade de France et de l'INRAE, de les accueillir ici à Liège, et vous tous, mesdames et messieurs, et ceux qui nous suivent à distance pour cette matinée qui, je ne doute pas, sera passionnante. Comme l'a dit monsieur le professeur Lequeux, bon, j'étais formé dans le numérique. Je ne suis pas tombé dans petit comme à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, le numérique, c'était encore quelques gros ordinateurs dispersés dans le monde. Mais au fil de mes études et surtout de mon doctorat, je suis plongé à fond dans le domaine, et ça a été mon domaine d'enseignement et de recherche pendant toute ma carrière. Donc ceci me rend particulièrement sensible à cet événement. Et je dois dire aussi l'aspect qui est l'aspect agriculture, alimentation, qui est certainement un thème qui rapproche la Belgique et la France. Nous intéressons, je pense, aussi autant d'un côté de la frontière que de l'autre à ce qui est culinaire, à ce qui est alimentaire. La France, bien sûr, un pays producteur agricole. La Belgique aussi, pas dans le même domaine, quoiqu'il y ait des rapprochements. Comme vous le savez peut-être, les vins belges commencent à apparaître. Je ne sais pas s'ils sont encore vraiment concurrentiels par rapport aux vins français, mais il y a quand même des produits de bonne qualité qui sortent de chez nous. Probablement aussi... Ça a été, dans le passé, une production agricole qui existait ici, qui a disparu au 19e et 20e siècle, et puis qui réapparaît maintenant, peut-être grâce au... Je ne sais pas s'il faut dire grâce, mais en tout cas, est permise par le réchauffement climatique encore limité, heureusement. Alors... Quand on parle de numérique et d'agriculture, on parle de traçabilité. Je crois que c'était un des thèmes centraux de cette matinée. Et en fait, la traçabilité est liée à la confiance. Est-ce qu'on sait ce qu'on mange? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce qu'on sait comment ça a été produit? Et le numérique peut aider beaucoup dans ce domaine-là, comme vous le savez, parce qu'on a maintenant des outils qui permettent de tracer énormément de choses. Peut-être de façon inquiétante quand il s'agit de tracer des personnes. On est surveillé numériquement, on est surveillé avec maintenant les passes sanitaires, ce genre de choses. Ce qui est utile, certainement dans ce cas-là, mais il faut toujours faire attention aux dérives possibles dans ce domaine. Mais dans nos aliments, savoir avec précision d'où ils viennent ne peut être que quelque chose de positif. Et le numérique qui inspire la confiance et qui rétablit la confiance, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une contrepartie d'un autre aspect du numérique, qui est la diffusion d'informations pas toujours correctes et qui suscite la méfiance. Alors, avoir cette même technologie qui suscite à la fois la méfiance et amène à des réactions intuitives et pas, souvent pas rationnelles, et d'autre part peut rétablir la confiance, est une belle opposition. Donc je pense que la matinée va vous permettre de découvrir les différents aspects de cette problématique, d'en discuter, et de voir comment nous pouvons progresser vers une société avec plus de confiance, notamment grâce au numérique. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne conférence ce matin. Merci, monsieur le recteur. Donc, comme vous le savez tous antérieurement, le défi était simple, il fallait lutter contre la famine. Donc, il fallait produire. Mais les exigences ont évidemment
évoluer. Il fallait produire des aliments sains. Ensuite, il fallait tenir compte du bien-être animal. Ensuite, il fallait tenir compte du bien-être environnemental, biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique. Il fallait tenir compte de la confiance du consommateur avec une traçabilité importante. Il fallait tenir compte des exigences spécifiques du consommateur, le bio, les circuits courts, les aliments hypocaloriques, etc. Donc ça devient peut-être une mission impossible. Eh bien, peut-être que non. Grâce aux technologies nouvelles, il y a l'intelligence artificielle. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir avancer dans ce domaine ce matin. Je vais tout d'abord donner la parole à Jean-François Heymans, qui est le directeur général de la politique de contrôle à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, qui correspond à peu près à l'AFSA en France. Donc, Jean-François, tu as la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air de fonctionner, ok. Merci Pierre, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce symposium particulièrement intéressant, en tout cas je l'espère. Il devrait l'être, le thème l'est. Et il me revient la lourde tâche non seulement de commencer, mais aussi de commencer la pyramide expliquée par Pierre et de donner un aperçu de ce en quoi le numérique, les données peuvent être utiles à la sécurité sanitaire au sein de la chaîne alimentaire. Alors mon exposé va s'articuler de la sorte. Je vais vous présenter quelques éléments de contexte et ensuite quelques éléments de situation d'aujourd'hui et en quoi on pourrait améliorer cette situation dans l'avenir et plus aller vers le numérique et l'utilisation des données. En un mot, en Belgique, la sécurité de la chaîne alimentaire est encore une compétence fédérale, gérée par deux institutions essentiellement, le SPF Santé publique, qui définit les normes, et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA, qui, elle, définit certaines normes opérationnelles et également effectue les contrôles, et ça sur l'entièreté du pays. Donc toute la chaîne alimentaire dans tout le pays. C'est la manière dont on fonctionne en Belgique. En termes de responsabilité, les responsables premiers de ce qui est mis sur le marché et de la gestion de ce qui est sur le marché, ce sont les entreprises elles-mêmes. Donc vous voyez, je l'ai entouré en rouge sur la pyramide. Nous autres, en termes d'autorité, nous nous assurons que par rapport aux normes qui sont mises en place, elles soient respectées par ce qu'on appelle dans notre jargon les opérateurs, donc les gens sur le terrain qui travaillent au sein de la chaîne agroalimentaire. Et le tout est régi par un système normatif cadre et parfois très détaillés que sont les législations européennes. Je pense qu'en matière de sécurité alimentaire, c'est probablement un des domaines où la Commission européenne, l'Europe, l'Union européenne légifère le plus. Alors, où est-ce qu'on se situe? Mais comme Pierre l'a expliqué, les besoins initiaux premiers de nos ancêtres, c'était juste d'avoir assez à manger, et c'est pas si loin que ça. On peut se souvenir de l'après-guerre, de ce qui a prévalu, de ce qui a été sous-jacent à la mise en place de la politique agricole commune. Donc, c'était le food security. Moi, j'interviens ici pour la deuxième couche, je vais dire, au niveau de la pyramide des besoins, c'est le food safety, donc le fait de pouvoir manger sain, mais au sens manger des aliments qui ne vous rendent pas malade, voire qui ne vous tuent pas. Et les autres intervenants vont développer des éléments plus loin dans les besoins actuels par rapport à des besoins que sont en nutrition, durabilité, etc. Alors on parle de chaîne alimentaire, mais on devrait plutôt parler de réseau alimentaire, tant les systèmes aujourd'hui sont devenus complexes. C'est ici une illustration, un slide que j'ai repris d'une présentation qui nous avait été faite par la Commission européenne. Je pourrais le décliner aussi par un slide un peu plus technique qui est issu du business plan de notre administrateur délégué qui était donc business plan 2021-2024, donc un slide tout à fait récent qui illustre aussi cette complexité de la chaîne alimentaire. Des éléments aussi par rapport à notre mission. Donc la mission de l'agence, c'est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire, bien sûr pour protéger les consommateurs, mais également pour s'assurer que tous les produits, au sens très large du terme, donc y compris les animaux, les plantes, puissent bénéficier d'une santé optimale et soient transmis d'un maillon à l'autre de manière qualitative, donc en étant sûr. Et donc tout ça suppose aussi cette notion de lien entre les différents intervenants
intervenants, de chaînes, de réseaux, et donc de l'intérêt de connecter des informations, des données, ce qui est vraiment au cœur évidemment du symposium d'aujourd'hui. On doit également pouvoir mesurer ce qui est fait et le contrôler. Donc pour tout ça, on a également besoin de données. La vision de l'agence, je ne vais pas lire ici, mais c'est de rester, un acteur sûr, indépendant, fiable, mais aussi innovant, et donc en fait d'être une référence. Donc on doit aussi pouvoir évoluer avec les habitudes sociétales, etc., et avec la technologie, dont la technologie des données. Et donc, la digitalisation n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est une priorité tant au niveau européen qu'au niveau belge. Il y avait eu d'ailleurs de notre comité scientifique un symposium sur le big data dans la chaîne alimentaire qui avait été donné en fin 2018. Et il y a des initiatives privées qui sont également réalisées. J'illustre ici ce que fait un de nos partenaires en termes de santé d'identification animale, l'Arcia, qui est en train de digitaliser tous les process liés à l'identification et à la traçabilité des bovins. Et en parallèle, ou à côté de ça, en étroite concertation, on est également en train de mettre une législation en place qui permettra la dématérialisation totale de tout ce qui est papier. Alors, le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de l'utilisation des données, un thème principal mis en avant, c'est la traçabilité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les données, elles existent. Toutes les entreprises doivent avoir des registres de traçabilité, mais beaucoup trop souvent, on a encore des documents papier. Donc, à quoi sert cette traçabilité? C'est évidemment à partir d'un problème identifié, de pouvoir remonter en amont, en aval, pour traiter une problématique, pour gérer un risque qui soit lié à des pathogènes, à la présence d'allergènes, des produits non conformes dangereux, des incidents, des crises, et essayer d'intervenir évidemment avant qu'un fait ne dégénère en incident, voire en crise. Mais dans beaucoup de secteurs, cette traçabilité est, on va dire en général, plutôt bonne, mais elle est lourde à contrôler et à utiliser. On travaille vraiment du maillon -1 au maillon N au maillon +1, et chaque fois manuellement de l'un à l'autre. Ce en quoi les données sont également très, très intéressantes pour nous, c'est leur utilisation pour pouvoir accentuer notre approche qui est basée sur le risque, et donc de pouvoir aller plus loin, et donc basée sur des données qui permettent d'identifier des exploitations, des secteurs qui sont plus à risque, mais sur base de données objectives et utilisables. C'est pas le tout d'avoir des données, il faut pouvoir les utiliser de manière réaliste et humainement faisable, aidé par la technologie bien sûr. Donc l'utilisation des données peut nous aider à certifier, prendre en compte tous les considérants dont on doit assurer la certification, mais également produire les certificats numériques en termes d'information, de transparence, tout ce qui existe par exemple, qu'on fait déjà dans le secteur de l'ORECA par exemple, où en fonction des résultats de contrôle, on attribue un genre de score via des smileys et des petits logos. C'est des choses qui sont présentes sur nos sites, mais donc qui sont liées à l'utilisation des données, lutter contre la fraude bien entendu, et notamment capter des signaux par rapport à des données, des données qui pourraient agglomérer, faire tout à coup nous faire apparaître que dans tel domaine, dans telle entreprise, à tel endroit, dans tel secteur, il y a un risque potentiel de fraude, et donc de pouvoir y porter un œil plus attentif et plus ciblé. Des grosses parties de notre travail, c'est également de rapporter en interne en Belgique, bien entendu, également au niveau européen, donc l'utilisation des données et la formatation des données pour pouvoir faire ça au mieux, mesurer ce qu'on fait pour pouvoir de nouveau s'adapter, captation des signaux, j'en ai déjà dit un mot, et alors dans un monde idéal, dans le futur, d'aller de plus en plus vers des modèles prédictifs, que ce soit en termes de santé animale, végétaux, mais également en termes bien sûr de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui qui, comme vous pouvez le voir, en pratique est assez imparfaite. Et l'idéal, évidemment, dans le futur, serait de pouvoir avoir beaucoup plus facilement accès à ces données, de les rendre plus accessibles, de pouvoir les traiter mieux. Je parle notamment en termes de traçabilité, mieux, plus rapidement, plus efficacement. Et dans un monde idéal, on devrait, à partir d'un produit, d'une référence, d'une matière première, en un coup de clic, on devrait pouvoir savoir d'où elle vient et où elle a été disséminée. On en est loin, mais ça, c'est la vision qu'on doit essayer d'avoir, et donc de rendre les données
accessible. C'est vraiment vers ça qu'on doit aller. On commence à y travailler, mais il faut reconnaître que c'est très compliqué au niveau institutionnel, dans le sens où il faut d'une part avoir une acceptation sur la faisabilité du système et à pouvoir aller vers une transparence totale, ce qui n'est pas forcément facile. Ensuite, si tel pouvait être le cas, il faudra en plus un système techniques, pratiques qui le permettent. Et alors tous les autres thèmes que j'ai déjà cités qui pourraient encore être améliorés. Donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà Pierre, j'en ai fini pour ma part. Merci à tous pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Je vais maintenant donner la parole à Antoine Clincard, qui est professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège et qui dirige le laboratoire de technologie des denrées alimentaires. Voilà, Antoine, tu as la parole. Voilà, merci. J'espère qu'on m'entend également. Voilà, merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer en une dizaine de minutes maximum d'aborder aussi ce sujet, probablement avec une autre approche. Je viens de la faculté de médecine vétérinaire, donc pas très loin d'ici, quelques centaines de mètres. Et comme technologue des denrées alimentaires, j'aurai une approche qui est peut-être un peu plus généraliste. Et je ne peux évidemment pas me prétendre être un expert en application numérique, mais peut-être voir ça évidemment de manière plus globale. Alors, comme l'a fort bien expliqué Jean-François Heymans, la traçabilité est évidemment au départ un outil de gestion de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. Et pour les plus anciens d'entre nous, nous avons vécu les crises sanitaires dites de la vache folle, dites de la dioxine. Et il y a clairement un avant et un après crise. Et les outils de traçabilité se sont très fortement développés au fil du temps. C'est d'ailleurs un des principes généraux de ce qu'on appelle le paquet hygiène, qui est la réglementation européenne en matière de sécurité sanitaire des aliments. On est évidemment 20 ans plus tard et le contexte a évidemment quelque peu évolué. Alors, la traçabilité, je ne vous apprends rien, c'est évidemment, je reprends ici une définition d'un règlement, la capacité de retracer le cheminement d'un aliment, d'un animal ou de tout ingrédient qui entrerait dans la chaîne alimentaire. Et donc, on comprend évidemment l'importance en termes de gestion de la sécurité sanitaire. Et tout ça fonctionne fort bien. Et la digitalisation, le numérique ont évidemment permis d'approfondir et de maîtriser au mieux ces techniques. Jean-François avait évoqué les blockchains qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un symposium du comité scientifique de l'AFSCA il y a quelques années, vu évidemment le développement de ce type d'outils. On est, je l'ai dit, 20 ans après les crises sanitaires, et donc la perception du consommateur a peut-être évolué, et la traçabilité au sens strict, un cheminement de l'aliment ou des ingrédients n'est peut-être plus perçu tout à fait de la même manière, et je pense que les priorités du consommateur aujourd'hui se sont orientées vers d'autres notions, l'origine, l'authenticité, la composition, le degré de transformation, les conditions de production, pensons en particulier au bien-être animal, et last but not least, l'impact environnemental. Et dans ce contexte, évidemment, toute une série d'applications numériques ont été développées, sont aujourd'hui disponibles. Et à titre d'exemple, ici, je reprends un extrait de la revue de l'industrie alimentaire. Donc, c'est une revue française. Si je lis bien, donc ça date de 2019. Et déjà, en 2019, ces outils occupait une place importante, puisqu'on évoquait à cette époque déjà l'utilisation par 25% de la population, utilisation assez récente. Et au fil du temps, certains outils ont pris une place relativement importante, et on évoque ici, je le prendrai à titre d'exemple, Yuka,
petite application symbolisée par une carotte que sans doute certains d'entre vous connaissent. Et bien évidemment, ces applications se développent, ne sont pas forcément utilisées par tous les consommateurs. Et comme on l'évoque ici, c'est plutôt en général, disons, la couche plus aisée de la population, donc les couches socio-professionnelles plus favorisées. Probablement aussi les millennials, les plus jeunes, qui évidemment sont beaucoup plus à l'aise avec ce type d'application. Mais force est de reconnaître, et je pense que Yuka est quand même un exemple relativement représentatif, c'est que ces applications ont relégué, et c'est ce qu'on conclut sur cet article, elles ont relégué au second plan des informations comme l'origine et la traçabilité, au sens strict du terme. Alors donc voilà cette fameuse application Yuka, disponible pour tout le monde. Et force est de constater qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ces applications et avoir une certaine analyse critique. Et pour l'illustrer, je prendrai tout simplement l'exemple ici d'une communication de Testachat. Donc Testachat, organisation de défense des consommateurs bien connue en Belgique, qui titre ici dans son volet test santé, application Yuka consommée avec modération. Donc il est clair qu'il peut y avoir parfois certains malentendus. Et à titre d'exemple ici, l'algorithme utilisé par Yuka est basé sur le Nutri-Score, disons l'information nutritionnelle, mais pas que. Et donc, je pense que c'est pondéré à raison de 60%, mais 30% du score est en fait lié à la présence ou non d'additifs, 10% au fait que le produit est bio ou pas. Et donc, on part dans ce type d'algorithme avec certains fondements de départ qui peuvent être discutés. Un produit bio n'est pas forcément plus sain. Les additifs sont évidemment pas tous à considérer de la même manière. Et donc, il peut y avoir à certains moments des malentendus et il peut y avoir une interprétation biaisée de la qualité des aliments, au point que, et cette bonne guerre, certains industriels, évidemment, n'hésitent pas à réagir. Et vous le voyez, un exemple ici, en France, d'une entreprise qui, évidemment, a réagi au sens, je dirais, juridique, puisque l'impact commercial, on l'aura compris, en termes d'image, est loin d'être négligeable. Alors, ces outils se développent vite. On voit apparaître d'autres outils sur la notion de transformation. Et vous savez qu'on discute beaucoup actuellement de la notion d'aliments ultra transformés et de leur lien avec la santé. Et donc, à titre d'exemple, ici, une application disponible qui est SIGA et qui est, disons, basée sur un score qu'on appelle ANOVA et qui donc exprime le degré de transformation des aliments. Et à titre d'exemple, ici, vous avez deux aliments, de la choucroute garnie, préparée, de deux compositions différentes. Une est très bien classée ou bien classée à droite, une les moins à gauche. Et là aussi, je pense un peu attention aux raccourcis. Vous le voyez, on met en évidence la présence d'additifs, par exemple, mais tout ça est évidemment beaucoup plus complexe. Je citerai à titre d'exemple une étude de collègues français qui s'étaient intéressés aux pizzas industrielles et le score de transformation, à la limite, n'était pas tout à fait, disons, correct. Et ils avaient, par exemple, mis en évidence que des pizzas surgelées étaient, sur le plan, disons, santé, de qualité supérieure à des pizzas fraîches. Et ce n'est pas du tout la perception qu'en a le consommateur. Et ce n'est pas du tout ce qui ressortait, disons, de l'analyse par ce type d'algorithme. Un point important à prendre en compte également est, disons, l'incertitude de mesure de ce type d'outils. Et je ne citerai à titre d'exemple qu'une application ici qui, sur base d'une analyse d'image du contenu de l'assiette, exprime le caractère sain, la valeur nutritionnelle, énergétique, etc. de l'aliment. Bon, tout ça est évidemment à prendre pour une indication, mais pas pour une information sûre et fiable.
Se pose aussi la question de la responsabilité. Et à titre d'exemple, ici, vous voyez donc des applications dédiées aux allergies alimentaires et très utiles évidemment pour les personnes qui souffrent d'allergies ou d'intolérance. Mais quid si un jour une telle application donne une information erronée, qui est responsable, en particulier s'il s'agit d'outils ou d'approches de type open source. Alors, je terminerai par des conclusions qui sont extraites de ce que l'on appelle une expertise scientifique collective. Aujourd'hui, on fait évidemment le lien entre la France et la Belgique. Et côté français, en fait, les décideurs, les autorités sont demandeurs évidemment d'une expertise scientifique collective sur toute une série de sujets. Et j'ai eu l'opportunité de participer à une expertise scientifique collective sur la qualité des produits d'origine animale. Et dans le rapport de cette expertise, on fait notamment allusion à l'émergence de tous ces outils. Et dans les conclusions, on met évidemment en avant le Nutri-Score qui, lui, je pense, aujourd'hui est reconnu et quelque part validé sur le plan scientifique. Mais on attire évidemment l'attention sur l'émergence d'autres applications qui ne sont pas forcément validées scientifiquement. Et dès lors, il convient d'être vigilant quant à la fiabilité de ces infos et de ces conseils. Et puis se pose évidemment, on en reparlera peut-être tout à l'heure, la question évidemment du traitement, de l'utilisation des données personnelles. Alors évidemment, il ne faut pas voir tout ça de manière négative. Ces outils sont utiles, ils peuvent être précieux, mais il faut évidemment les accompagner. Et donc ici, dans des pistes d'action qui ont été proposées à l'issue de cette expertise, on parle, vous le voyez ici, dans le domaine de la santé, de contrôle et d'accompagnement du développement de ces applications numériques, en particulier aussi pour ce qui concerne évidemment le degré de transformation. Alors, ces applications, on n'en est peut-être encore qu'au début. Il y a des tas de potentialités, et notamment la prédiction de la qualité des aliments sur base, par exemple, de facteurs d'élevage ou de facteurs de culture, donc des aspects plus agronomiques, pour prédire la qualité des produits par des approches multicritères. Alors on en est encore aujourd'hui évidemment au stade de la recherche, mais il y a énormément de potentialités dans ce domaine. Voilà. Merci. Merci. Merci Antoine. Je vais donner maintenant la parole à Marianne Syndic qui va compléter les propos d'Antoine. Donc Marianne nous vient de la faculté de Jean Blou Agrobiotech et elle dirige le laboratoire de qualité et sécurité alimentaire. Voilà Marianne, je te donne la parole. Voilà, merci Pierre et bonjour à toutes et tous. Et donc, moi, je vais me reposer sur la présentation très complète d'Antoine, mais plutôt axer ma présentation sur deux questions importantes que l'on peut se poser. C'est est-ce que trop d'informations ne va pas tuer l'information? Et deuxièmement, est-ce que les blockchains sont-elles adaptées au monde agricole et en particulier au circuit court? Et donc, pour cela, donc, trop d'informations tue l'information. Et je vais m'appuyer sur des enquêtes qui ont été réalisées par deux structures d'accompagnement qui travaillent dans mon laboratoire. La première, c'est AgriLabel, qui est une structure modeste par rapport à l'INAO, mais qui a comme objectif d'accompagner les groupements de producteurs dans la rédaction, notamment des cahiers des charges pour les labels européens et les labels wallons. Et donc, grâce à cette structure, nous avons une bonne expérience, je dirais, des labels. Et parfois, on se trouve confronté à une image de ce type-là avec, ça c'est extrait de Tessacha, évidemment, et je n'ai fait qu'un petit print screen de quelques labels qui existent à l'heure actuelle. Et donc, à un moment donné, on se dit, oui, beaucoup d'informations, beaucoup de labels, beaucoup de consommateurs qui sont en recherche de tout cela, mais finalement, est-ce que ce n'est pas trop ? Pour
simplement remettre je dirais le débat sur la table et donc vous rappeler en quelques mots ce que sont ces labels européens. Par exemple, les appellations d'origine protégée consacrent bien des produits spécifiquement liés à un terroir avec des matières premières originaires de la zone et toutes les étapes de fabrication sont dans la zone. Je n'ai pas résisté à mettre une photo de notre fromage de Herve national, évidemment. Dans les indications géographiques protégées, là, il n'y a pas de restriction sur l'origine des matières premières qui peuvent venir d'un peu partout en Europe. Mais par contre, au moins une étape de fabrication doit être réalisée dans la zone et la réputation est suffisante. Pour moi qui suis gaumaise, je vous ai mis un pâté gaumais. Il y a d'autres exemples, évidemment, avec le jambon d'Ardenne assez connu. En ce qui concerne les spécialités traditionnelles, là, on a juste une méthode de fabrication ou de composition qui est traditionnelle. Et donc, là, on a pas mal de bières, évidemment, de chez nous, des criques, des gueuses, etc. Donc, ça, c'est typiquement 3 signes de qualité européens. Et quand on regarde notre consommateur belge, il a non seulement accès à ces signes de qualité européens sur les emballages, il aura le nouveau logo de la qualité différenciée. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est la qualité différenciée wallonne. Il pourra avoir évidemment le Nutri-Score. Il pourra avoir l'Eco-Score. En plus, si c'est un produit bio, et bien entendu, on les voit apparaître de plus en plus, le prix juste pour le producteur. Et donc, finalement, n'est-ce pas trop? Et je pense que mon ami Pascal répondra à tout ça. Et donc, comment, à un moment donné, donner la juste information aux consommateurs par rapport à tout ça? Je voulais partager avec vous, donc on a voulu réaliser une étude et donc ça a été réalisé par l'APACWE, donc l'Agence pour la production d'une agriculture de qualité, sur la perception de ces signes de qualité. Et finalement, on a demandé aux consommateurs wallons quels étaient les produits pour lesquels un signe de qualité paraissait le plus pertinent. Donc il y a les viandes, les charcuteries et les fromages qui finalement, à plus de 50% des consommateurs, leur paraissaient relevant pour un signe, pour un label. Par contre, on leur demande ces labels, pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces labels? Quels sont les critères que vous jugez importants? Il y a de tout, il y a même la sécurité alimentaire, il y a l'authenticité, le bien-être animal, le prix équitable, la proximité, l'éthique, etc. Donc on voit que si on prend l'ensemble des consommateurs, leur vision des labels et de ce qu'ils recherchent sur un label va être très très diversifiée. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est mesurer leur connaissance des labels. Et là, on voit que la connaissance, elle est faible. En fait, il y a à peu près 40% qui savaient ce que c'était qu'une appellation d'origine, à peu près 25% une IGP. On a voulu creuser un peu plus et donc leur demander quelles sont les garanties offertes par le label IGP. Et donc, ces garanties, elles étaient très vague. Ça allait aussi de seule une région produit ce type de produit, ou bien la saveur, le goût. On a même été jusqu'à garantir un prix juste. C'est des produits bio, etc., etc. Et donc, là, on voit que la connaissance de ce qu'il y a derrière, elle est faible. Et donc, finalement, si je fais la synthèse de tout ça, les Wallons, on peut dire, sont assez attentifs aux labels opposés sur certains produits qu'ils consomment. Mais la confiance accordée semble liée à une grande diversité de caractéristiques liées aux produits disposant d'un label de qualité différenciée. Ce qu'on voit, c'est que la connaissance des logos et les garanties qui sont associées est assez faible et que l'impact finalement est limité parce qu'il déclenche assez peu de réflexes d'achat liés à des, j'ai mis entre guillemets, promesses de qualité pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Cette enquête a aussi été menée par le journal Le Soir il y a, je pense, 3 ans. Et les résultats étaient à peu près similaires avec des consommateurs qui, oui, étaient intéressés par les labels, mais ne savaient pas très bien ce qu'il y avait derrière les labels. Et donc, la question, est-ce qu'il ne faut pas d'abord former le consommateur? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord lui expliquer ce qu'il y a derrière ça? Et puis ensuite, l'informer.
Voilà, donc ça c'était mon premier exposé. Et le deuxième, c'est est-ce que les blockchains sont finalement adaptés au circuit court? Donc là, je vais m'appuyer sur l'expertise de Diversifem, qui est une autre structure qui encadre les producteurs artisanaux dans leur démarche de diversification. Et donc, nous les aidons à chercher l'information et en tout cas à se diversifier et avoir toute l'expertise au niveau sanitaire, technologique et économique. Et donc, dans une enquête que nous avons réalisée, nous avons à peu près 2000 producteurs artisanaux que nous encadrons. Et donc, est ressorti en tout cas le besoin d'encadrement si on évoque la traçabilité. Alors, besoin d'encadrement, pas qu'en traçabilité. Évidemment, pour répondre aux exigences réglementaires, que ce soit Europe et AFSCA, évidemment, il y a d'énormes besoins d'encadrement. Mais typiquement, en traçabilité, ça, c'était quelque chose qui est ressorti. Alors, quels outils utiliser? Il faut se rendre compte, c'est que la traçabilité chez nos producteurs, c'est beaucoup papier, c'est un cahier, on commence par ça. Pour certains, un programme Excel. Parfois, on va jusqu'à un programme spécifique, mais c'est quand même assez rare, ça coûte cher. Et donc, assez peu de producteurs font le pas d'aller vers un programme de type ERP, etc. Dans ce cas-là, comme les données sont papier, c'est très difficile de transmettre des informations à d'autres opérateurs de la chaîne alimentaire. Et la plupart du temps, tous se plaignent évidemment que c'est chronophage. Alors, on a fait 2 outils, notamment un Vademecum pour les aider pour la commercialisation de leurs produits en circuit court. On a réalisé un document avec tatou sur ton étiquette parce que je dirais que la base, c'est au moins d'avoir un produit étiqueté correctement et avec toutes les informations nécessaires. Et donc ça, c'était premier résultat de l'enquête. Et alors, on a été plus loin de voir est-ce que la blockchain pourrait amener des informations. Et donc, en leur expliquant que la blockchain, c'est finalement d'enregistrer toutes les étapes de la vie d'un produit impliqué dans une supply chain agroalimentaire. Alors, pour moi qui viens de Gembloux et qui ai beaucoup de collègues qui travaillent dans ce qu'on appelle le smart farming, donc avoir à un moment donné des capteurs qui sont sur des animaux pour voir les trajets suivis par les vaches, les capteurs sur les tracteurs, des capteurs sur des drones, etc. C'est vrai qu'on se dit l'agriculture de précision, les fermes 2.0, ça c'est possible. Ça c'est possible, hein. Peut-être pas tout de suite, mais on pourrait y arriver. Par contre, y a-t-il un intérêt pour les producteurs artisanaux? En tout cas, ceux qui sont en vente directe et peuvent expliquer directement aux consommateurs les qualités, les propriétés des produits qu'ils ont fabriqués, ils ne voient pas d'intérêt. Par contre, peut-être en vente indirecte, si leurs produits vont chez un autre producteur, s'ils vont en restauration et typiquement s'ils vont en grande et moyenne surface, même s'il n'y a rien à faire, quand ils sont présents, quand ils vendent leurs produits, quand ils expliquent leurs produits, je pense que Pascal sera d'accord avec moi, c'est quand même encore mieux qu'un code-barre. Alors, pour eux, l'encodage des données est fastidieux. Donc là, peut-être que nos collègues français pourront nous expliquer comment faciliter l'encodage par rapport à ça. Et alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a des informations pertinentes qui sont à définir. Tout n'est peut-être pas expliqué. Là, je vous ai mis un plateau de fromage. Et donc, faut-il expliquer de A à Z toute la, je dirais, tout depuis l'élevage et depuis l'alimentation de la vache laitière jusqu'à les différentes étapes de transformation. Et donc, voilà, quelques questions qui vont permettre d'ouvrir le débat. Voilà, merci Marianne. Je vais maintenant donner la parole à nos collègues qui nous viennent de France, de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et tout d'abord, je donne la parole à Isabelle Pillot-Lepetit, qui est la directrice adjointe de Digitac, qui est l'Institut de convergence agriculture numérique. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer ce que c'est que Digitag, parce que c'est une structure très particulière, hein, qui a que 4-5 ans d'existence. Donc c'est un institut convergence et c'est le seul en France dédié à l'agriculture numérique. Il est localisé dans le sud de la France, donc principalement à Montpellier, mais il y a aussi des antennes à Toulouse, Rennes et Avignon.
C'est un institut qui a une durée de vie de 8 ans, donc on est aujourd'hui à la moitié, et qui a pour fonction de faire une convergence. Donc au niveau des chercheurs, au niveau des disciplines. Et donc aujourd'hui, on regroupe 700 personnes qui sont dans 29 unités de recherche, donc localisées sur ces différents territoires. Et toutes ces personnes vont travailler au développement donc d'une agriculture numérique responsable. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif. Donc de la collecte des données à l'usage des outils numériques, c'est de réfléchir aux conséquences du développement de ces technologies. Alors pourquoi ? Notamment parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de technologies sont prêtes, elles sont commercialisables, mais elles sont peu adoptées ou peu utilisées. Et donc en fait, on est face à des technologies qui sont très développées, opérationnelles, et des acteurs qui sont réticents à s'impliquer. Donc pour plein de raisons. Et donc cet institut conduit aussi des recherches en interdisciplinarité. Donc on a trois champs qui sont explorés, sciences de l'ingénieur, sciences du vivant et sciences humaines et sociales. Et les projets sont montés de manière à avoir au moins 2 disciplines, voire 3. Voilà, donc on a une orientation vers l'innovation, même si c'est pas notre fonction. Notre fonction, c'est la recherche et l'enseignement supérieur. Et on est donc financé par l'Agence nationale de la recherche en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Digitag ? C'est 60 thèses cofinancées. Donc une partie par Digitag et une partie par les instituts de recherche en France ou de l'enseignement supérieur. C'est aussi des thèses labellisées, c'est-à-dire des thèses qu'on n'a pas financées, mais qui sont sur ces thématiques-là et qui demandent le label Digitag. C'est aussi 150 bourses de master, 18 années de postdoc, et puis une animation scientifique pour dynamiser cet institut, puisqu'il n'a pas de lieu physique. C'est un institut qui se regroupe ponctuellement à chaque fois qu'il y a des opportunités. Alors, donc moi, on m'a demandé donc de faire le point sur les technologies numériques, forcément. Et donc, pour commencer sur technologie numérique et traçabilité, en fait, je voudrais revenir à cette notion qui a été mise en introduction de confiance. En fait, aujourd'hui, on associe technologie numérique avec retour de la confiance. Alors, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que qu'est-ce que c'est que la confiance ? Alors, première question, est-ce que la confiance, c'est pas rétablir des proximités entre les acteurs ? Dans un premier temps. C'est-à-dire que le système agroalimentaire s'est développé au fil des années, il a été régulé par la législation, en fait, maintenant, c'est des acteurs extérieurs qui interviennent, et je dirais, les acteurs qui participent se sentent un petit peu, parfois, à la marge de ce système, et pas forcément en contrôle ou en interaction entre eux. Donc, l'idée, derrière le numérique, plus de confiance, c'est aussi le numérique plus de proximité. Alors je mets des exemples pour vous expliquer mon propos. Donc déjà, les marketplaces, donc on entend les places de marché, on en entend beaucoup parler. Alors comment elles arrivent à créer de la proximité ? Alors par exemple, elles peuvent vendre des produits et en fait, elles garantissent la transparence des prix. Donc en fait, les gens savent comment le prix a été conçu, comment le produit... Donc, en fait, ils sont proches du produit. Ils peuvent être aussi... donc, c'est votremachine.com, c'est le partage de matériel. Donc là aussi, il y a une proximité puisqu'on partage le même outil pour faire le même travail. Linking Farm, donc ça, c'est à l'amont, c'est pour recruter des personnes. Voilà, avec des spécialités, pour avoir du conseil ou, Mimosa, des financements participatifs où on investit dans l'agriculture et l'alimentaire. Mais c'est aussi, donc, comme me disait l'intervenante précédente, ce sont aussi les circuits courts. Et les circuits courts, en fait, alors là, je voudrais intervenir, c'est une proximité qui n'est pas forcément géographique. Elle peut être culturelle, elle peut être comportementale, elle peut être un impact traditionnel, elle peut être juste, par exemple, tout ce producteur, c'est aller chercher c'est de la vente directe. Donc, c'est trouver le producteur pour la vente directe. Donc, et ça, partout.
c'est pas forcément à côté de chez soi. Ça peut être, on est en déplacement, on cherche un producteur local et on peut le trouver grâce à cette appli. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, les chaînes d'approvisionnement inversées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur pour créer aussi des proximités. C'est que le consommateur définit le produit qu'il veut acheter et ensuite, donc c'est qui le patron, on trouve le producteur qui est prêt de le fournir au prix qui a été fixé. Et c'est fait de manière collaborative. Les gens votent pour le produit qu'ils sont prêts à acheter et au prix avec les qualités spécifiques. Et je voudrais aussi vous parler d'une initiative donc, qui est la Graine, qui est une monnaie locale qui se développe en région Occitanie, donc dans le sud de la France. Et quel est l'objectif? C'est que en fait, on achète local et l'argent qu'on met dans le produit local, comme on l'achète avec la monnaie locale, il reste dans la région, il est réinvesti. Donc là, il y a aussi une dimension de proximité au sens j'achète local et j'investis dans ma région. Alors, le numérique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la traçabilité avec différents types de technologies. Donc, les blockchains, il y en a plein aujourd'hui qui apparaissent, soit par des startups, soit par des grands groupes. Et donc, l'intervenant suivant va en parler un petit peu plus, donc je ne vais pas m'attarder. Mais il n'y a pas que cette technologie. Aujourd'hui, on a aussi les technologies RFID avec ou sans capteurs qui permettent en fait de suivre l'état de l'aliment qui circule avec des films plastiques qui permettent de capter l'humidité, les caractéristiques. Et à la fin, on peut dire, voilà, la date de péremption, elle est avancée parce qu'il y a eu une rupture de la chaîne de froid à un tel endroit. Et en fait, le capteur va fournir ces informations et le consommateur, à la fin, quand il récupère le produit, il sait sous combien de temps il peut le manger sans que ça soit détrimental, enfin, que ça impacte sa santé. Et puis, il y a tous ces QR codes qui permettent d'aller sur une plateforme ou une appli et de récupérer des informations. Alors là, on arrive un petit peu au cœur de mon propos, c'est que c'est difficile de dire qu'il y a une technologie pour une traçabilité. En fait, aujourd'hui, on a une multiplicité de technologies numériques et aussi une multiplicité d'attentes en termes de traçabilité. Alors, comme ça a été dit, ça peut être sur la qualité intrinsèque avec les organismes de contrôle qui certifient les produits, qui sont conformes, qui sont bien, qu'il n'y a pas de problème sanitaire, etc. Il y a les labels, donc on en a parlé aussi. Donc là, c'est des tiers de confiance. En fait, c'est quelqu'un qui certifie que le produit a été fait selon le cahier des charges. Donc ça peut être public, ça peut être privé. Il y a aussi de plus en plus des attentes de traçabilité sur la provenance des produits. Il y a des applis, elles vont juste dire d'où vient le produit, le localiser l'origine. Et donc, ça permet à des gens, même loin, de choisir des produits régionaux, des produits locaux. Et donc, il y a aussi des labels, produits, donc nous, c'est Sud de France, produits en Bretagne, voilà. Et ensuite, il y a d'autres acteurs qui veulent en fait connaître le procédé de production. Donc l'impact environnemental, l'impact social, comment le produit, quelles étapes ont été mises en place, etc. pour bien comprendre en fait si c'est un produit traditionnel, voilà, suivant les attentes. Et puis en fait, on a aussi les acteurs des chaînes d'approvisionnement qui eux cherchent à avoir un mapping des participants pour savoir où passe le produit, par qui, comment, qui est intervenu et puis voir s'il n'y a pas de rupture, par exemple des chaînes de froid, il n'y a pas eu un moment où le produit a pu être impacté. Et enfin, il y a, mais c'est pas tout, je suis pas exhaustive là, il y a aussi ce Nutri-Score, cette volonté de connaître la valeur nutritionnelle des aliments pour une meilleure santé. Alors aujourd'hui, le numérique peut cibler chaque demande avec des outils adaptés en fonction des besoins des personnes, mais il peut aussi être intégré, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs demandes de traçabilité dans un même outil numérique ou plusieurs technologies numériques qui sont intégrées entre elles pour différents types de traçabilité. Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la traçabilité, elle est plurielle. En fait, il y a un besoin personnalisé de traçabilité. Les gens
C'est ce qui était mis en avant. Les gens connaissent pas trop bien ce qui est derrière un label. Et puis, en fait, souvent, ils veulent pas toute l'information. Ils en veulent une particulière. Et que ça soit tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, le fournisseur va vouloir surveiller la chaîne logistique, le consommateur, la valeur nutritionnelle. Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est que voilà, plus en plus de données pour plus en plus d'informations qui, à terme, vont permettre plus de personnalisation de cette traçabilité pour répondre aux besoins de chacun. Alors, par exemple, je reviens sur la puce RFID. Elle peut donner des informations sur la chaîne logistique qui vont être différenciées, maintenant c'est possible, de celles qui vont être données aux consommateurs. Et en fait, on a aujourd'hui, pour rétablir la confiance, un besoin de plus en plus d'informations qui soient traitées en fonction des attentes de chaque personne. Et ça, c'est le défi sur lequel on est aujourd'hui pour une plus grande acceptabilité de ces technologies. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, je vais passer la parole à Florence Saucette, qui est enseignant-chercheur à Montpellier AgroSoup et qui a été le lauréat d'un projet de l'Agence nationale de la recherche française consacré au blockchain et à la traçabilité alimentaire. Donc, Florent, tu as la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous pour effectivement partager certaines réflexions autour de ce projet qui a pour objectif de s'interroger sur le potentiel de la blockchain à transformer finalement les chaînes d'approvisionnement alimentaire et à les rendre plus efficaces, plus durables, plus transparentes. Le contexte, on l'a déjà pas mal abordé, mais il est celui, et c'est attesté par un certain nombre d'études ces derniers temps, de consommateurs qui se posent des questions sur leur alimentation, questionnent leur qualité, questionnent également les pratiques des acteurs. Ils sont parfois même méfiants quant à la capacité des systèmes agroalimentaires conventionnels à pouvoir assurer finalement la transition vers une alimentation plus durable. Un exemple de réaction, ça a été celle au Forum économique mondial en 2017 du PDG de Walmart, qui est un des plus grands distributeurs américains, et qui finalement a dit, bon, peut-être que ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est passer d'une logique finalement où on va affirmer un certain nombre d'actions et de partis pris à comment est-ce qu'on peut apporter la preuve de ces partis pris et les démontrer. En expliquant que pour cela, il va falloir travailler avec les acteurs de l'amont, donc pour un distributeur qui se trouve en bout de la chaîne, pour pouvoir apporter cette information. Ça pose donc la question de la traçabilité, et finalement, la traçabilité, pour pouvoir répondre à cet objectif, il faut réussir donc à avoir de l'information qui va partir de la fourche jusqu'à la fourchette. Et la traçabilité, comment ça se fait généralement? Chaque acteur de la chaîne va enregistrer où est-ce qu'il s'approvisionne, comment est-ce qu'il transforme les produits, et à qui est-ce qu'il les vend. Donc si on veut avoir une vision d'ensemble, finalement, que faut-il faire? Alors soit essayer de remonter la chaîne, ce qui peut être long, coûteux, soit trouver des moyens de créer des interfaces entre ces sous-systèmes de traçabilité, ou alors essayer de mettre en place un système d'information qui va s'appliquer tout au long de cette chaîne. Des systèmes qui existent, mais qui sont parfois extrêmement coûteux, difficiles à mettre en place. Si on arrive à avoir toute cette vision, finalement, qu'est-ce que ça apporte? De la transparence sur les produits, au niveau de la traçabilité donc, du produit, on peut remonter à ses origines, mais il y a aussi des enjeux pour les managers, c'est-à-dire pour les logisticiens, pour les acheteurs, d'avoir de la visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement et de pouvoir plus facilement les piloter. L'idée derrière l'annonce de Doug McMillon, le PDG de Walmart, c'était de se dire est-ce qu'on peut étudier les propriétés de la blockchain pour pouvoir mettre en place finalement une traçabilité de bout en bout. Alors la blockchain, je vais vous en parler très rapidement, je vais essayer d'être bref. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une structure de base de données qui a été déployée pour pouvoir permettre les transactions de crypto-monnaies, notamment de Bitcoin. Grosso modo, de pouvoir faire des transactions sécurisées entre des personnes qui ne se connaissent pas. L'intérêt pour la traçabilité, c'est de se dire, finalement, on va avoir un grand livre, un registre, dans lequel tous les acteurs vont pouvoir écrire de l'information, et cette information ne pourra plus être modifiée, elle ne pourra pas être falsifiée.
Et donc tous les acteurs vont partager, si vous voulez, cette information qu'ils vont collaborer à écrire, pour faire bref. Et l'idée, donc, c'est de se dire, à partir de là, on va avoir un système où chaque acteur va rentrer de l'information sur la production, l'approvisionnement des produits, et on va chercher à dériver de l'information à partir de ce système pour pouvoir la communiquer à d'autres acteurs, y compris les consommateurs. Finalement, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est pas tant la dimension technique que celle de se dire la blockchain, finalement, peut être une innovation dite institutionnelle. C'est-à-dire qu'elle va permettre des modes d'organisation qui sont différents. Et notamment, si on regarde ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies, c'est une technologie qui permet de se passer des tiers de confiance. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, on peut travailler, échanger de l'information dans un système totalement décentralisé. Il y a quelques études qui s'intéressent sur les potentiels de la blockchain au niveau donc, des supply chains. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a pas mal de potentiel quant à la durabilité des chaînes d'approvisionnement. Par exemple, surveiller les pratiques environnementales et sociales des acteurs, évaluer l'empreinte carbone des produits, réduire les fraudes dans des réseaux d'approvisionnement qui sont complexes, mais également donc, des enjeux en termes de lutte contre le gaspillage, de pouvoir mieux identifier des produits contaminés plus précisément, plus rapidement, et aussi donc, de pouvoir améliorer le pilotage des chaînes logistiques. Pour pouvoir mettre en place ces conditions, finalement, il faut que les acteurs acceptent de rentrer dans un système qui est participatif, mais qui est également un système qui peut être perçu comme un système de surveillance, et dans lequel il faut partager des informations qui ont tendance à être considérées comme étant sensibles ou confidentielles. Notre projet donc s'intéresse ici, finalement c'est plus des questions que je vais partager avec vous. Notre objectif c'est comment est-ce qu'on fait pour activer ces potentiels, est-ce que réellement il y a ces potentiels et comment est-ce qu'on fait pour les activer. Et on espère que ça va nous permettre de comprendre comment on pourrait designer, concevoir des chaînes plus participatives, plus transparentes, plus efficaces pour participer aux enjeux de durabilité des systèmes alimentaires. Alors concrètement, ce qu'on a envie, c'est de comprendre comment la blockchain va modifier les modes de fonctionnement et les comportements des acteurs des chaînes. On pense que tout ça peut s'analyser dans le cadre des interactions entre les acteurs dans les chaînes alimentaires. On se pose la question, pour chacun de ces acteurs, finalement, quelle valeur ça va pouvoir leur apporter et quelle est la valeur qu'on va pouvoir créer d'un point de vue collectif. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Et on se pose aussi la question, du coup, de finalement, quel va devenir le rôle de l'intermédiation dans des chaînes qui deviennent participatives et quels sont le rôle des acteurs dans ces chaînes participatives. Comment s'y prendre? On a réuni une équipe de 9 chercheurs pluridisciplinaires qui s'intéressent au marketing social, au comportement des consommateurs, au marketing interorganisationnel, à la logistique, pour pouvoir étudier tout ça. Et on souhaite mettre en place donc, une démarche participative avec des managers et avec des consommateurs. Dans les grandes lignes, ce projet, on va s'intéresser à 4 blocs. Un bloc sur le pilotage des chaînes, un bloc sur le pouvoir et le pouvoir-faire finalement dans ces chaînes, un bloc sur la confiance et un bloc sur les capacités d'intégration des consommateurs. Alors des exemples de questions pour illustrer qu'on se pose sur le pilotage des chaînes. Si on est dans des chaînes qui sont devenues plus transparentes, plus participatives, comment est-ce qu'on anime finalement ces collectifs? Quel est notre rôle en termes de participants et comment est-ce qu'on fait pour insuffler ce genre de dynamique? On a placé aussi les consommateurs comme juges des pratiques des acteurs. Comment est-ce que les acteurs se représentent, les consommateurs? Est-ce que ça peut être un moteur pour avancer dans les chaînes? Et comment est-ce qu'on fait pour aligner finalement les représentations entre différents acteurs? Au niveau du pouvoir-faire, on se pose les questions de quelles données partager et pour construire quelle information, quel est le périmètre des activités qui sont susceptibles d'être modifiées, par exemple les achats, la qualité, la logistique. Quelles nouvelles opportunités vont se présenter aux acteurs qui rentrent dans ces systèmes, mais quelles sont les conditions pour pouvoir les exploiter aussi. Des questions sur la confiance apparaissent. On est sur une technologie donc, qui a pour but de pouvoir permettre à des gens qui ne se connaissent pas de faire les transactions en toute sécurité. On appelle ça une technologie trustless, donc qui supprime le besoin de confiance. Est-ce que réellement elle supprime le besoin de confiance entre les acteurs ou est-ce qu'elle le renforce et quelles sont les conséquences de cela? Et en même temps, sur les tiers de confiance, on a dit que la blockchain permettait de les supprimer, mais quand on regarde un certain nombre d'initiatives et qui vont être développées, on rend apparent aussi des tiers de confiance. Par exemple, un vétérinaire qui va attester qu'un animal n'a pas pris d'antibiotiques.
qu'est-ce que ça révèle en fait, qu'est-ce que ça apporte, cette mise en lumière des acteurs. Et du point de vue des consommateurs, se poser la question finalement de qu'est-ce qu'on fait avec cette information et est-ce que on arrive à la mobiliser de manière utile dans notre quotidien pour par exemple faire des choix plus informés en matière d'alimentation. Voilà donc pour l'aperçu de ce projet, un certain nombre de questions qui peut-être serviront au débat et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Florent pour cette ouverture sur ce domaine dont on parle beaucoup mais que peu d'entre nous perçoivent en détail. La parole maintenant est à la distribution et à Pascal Léglise, qui est vétérinaire de formation, mais qui est le directeur de la responsabilité sociétale, qualité et développement durable chez Carrefour Belgique. Pascal, tu as la parole. Merci bien. Je vais d'abord demander à notre ami technicien de pouvoir bien venir me recabler pour pouvoir faire passer la présentation. Et je vais, en introduction, le temps de me rebrancher ici un petit instant, déjà faire l'introduction en remerciant d'abord mes collègues qui m'ont permis de faire ces présentations. Une ingénieure agronome qui s'occupe tout particulièrement du concept ici en Belgique, mais qui est Made in France, auprès du monde agricole belge. Dans un deuxième temps, notre ingénieur civil, patron du digital, qui lui est en quête systématique de nombreuses données que pour pouvoir alimenter ce qu'il souhaite développer aussi comme information aux consommateurs. On n'oubliera pas le marketing et vous voyez déjà que nous sommes à 4 à travailler sur ce projet. Alors, vous connaissez tous le groupe Carrefour, tout se trouve sur Internet, je ne vous ferai pas l'affront d'en faire une introduction. Mais par ailleurs, sachez que nous sommes dans un programme voulu par son président, directeur général Alexandre Bompard, de transition alimentaire. Pouvoir rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité qui répond à la fois aux soucis de santé et de respect de l'environnement. Cet intermède n'était pas prévu comme tel. Alors, en ce qui concerne les blockchains, nous allons aller directement à la présentation. Mais la liaison s'est coupée, tout simplement. Tu peux l'introduire. En ce qui concerne l'introduction de la blockchain chez Carrefour, c'est en 2019 que le président Bompard a souhaité pouvoir initier cette démarche, probablement aussi suite aux discussions internationales qu'il avait par ailleurs, et on a parlé de Walmart, et plusieurs de grands distributeurs sont allés dans la même voie. La volonté était effectivement de restituer un climat de confiance et de pouvoir par ailleurs donner un maximum d'informations aux clients pour ceux qui souhaitaient bien entendu avoir cette information. Et on va... Vous voyez que les dédales sont parfois assez complexes, mais nous y arrivons. Voilà. Elle arrive et nous allons pouvoir la lire. Bien, si la liaison veut bien rester stable, nous allons récupérer le temps. Que si tout le monde s'y met, ça n'ira pas. Donc le plan de transformation 2018, la première blockchain alimentaire, elle est française. De fait, nous allons le voir tout à l'heure avec le poulet d'Auvergne.
Nous avons développé une similaire approche sur le poulet d'antan, qui est un poulet belge, ardennais de surcroît. D'autre part, le groupe Carrefour a signé au niveau mondial un partenariat avec IBM Food Trust, qui est d'application pour l'ensemble des pays où nos concepts de filière qualité sont déclinés et pour lesquels vous voyez déjà dans ces 9 pays différents, c'est la même technologie centralisée par IBM Food Trust où les différents partenaires adhèrent au travers des cahiers de charges que nous proposons de développer pour apporter les garanties voulues au niveau du client. Dans le concept de filière qualité, on l'a dit tout à l'heure, il y a la notion de filière. Et effectivement, tous les acteurs sont autour de la table pour discuter des valeurs ajoutées, de les calculer aussi en termes de pratique et en termes de coûts, pour arriver à un produit acceptable pour le consommateur. Et donc, c'est grâce à cet environnement de filière que nous avons pu très vite instaurer et initier la démarche d'intelligence artificielle. Vous le voyez, je ne vais pas rappeler tous les critères qu'il y a dedans, mais on parle aussi bien de respect de la santé, du bien-être animal. On va parler du respect environnemental, tel que Pierre Lequeux le signalait tout à l'heure. Elles sont assez nombreuses, toutes les mentions qu'il nous faut décliner, mais pour lesquelles il nous faut absolument un outil de mesure et puis un outil de certification ou de contrôle. L'outil d'enregistrement pouvant être considéré à ce niveau-ci par la blockchain elle-même. Alors, très rapidement, et plusieurs intervenants avant moi l'ont signalé, jusqu'où faut-il donner l'information au consommateur? Parce qu'évidemment, comme qualiticien, moi j'ai tous les rapports d'analyse des laboratoires, j'ai tous mes rapports d'inspection, j'ai tous les rapports d'audit. Est-ce que ça va intéresser le consommateur d'être confronté à cela? Et donc, on a commencé à faire une forme de tri, de savoir qu'est-ce que l'on veut dans un premier temps, bien sûr, qu'on va montrer au consommateur par rapport à ces interrogations, et puis, si nécessaire, on a la réserve, bien entendu, pour lui rendre accessible d'autres informations, mais beaucoup plus techniques. Ces informations-là sont généralement traitées par les prescripteurs légaux. C'est l'AFSCA qui peut nous les demander, bien entendu, auquel elle y a droit automatiquement. Et vous le voyez ici, que ce soit au niveau du couvoir, nous parlons du poulet d'Auvergne, que ce soit au niveau du producteur, du transformateur, jusque chez le consommateur, il y a une série d'informations qui précisent très clairement quelles sont les dates, quelles sont l'opération qui a été développée et où cela s'est exécuté. L'ensemble est recensé sur une plateforme internationale à laquelle ont accès évidemment tous les participants des filières, sachant que tout est financé par Carrefour, c'est important de le dire, surtout pour les collègues du monde agricole. Alors, si ici je vais plus loin, et on va s'y oser, vous le voyez, loin de moi l'idée de ne pas pousser nos produits belges. C'est avec Marianne que nous avons développé le concept des producteurs locaux en Belgique. Mais ici, c'est quand même, le mérite est à ceux qui l'ont initié en premier lieu, et je voudrais ici vous montrer plus concrètement ce qu'on a pu mettre dedans. Et donc, si vous allez vous acheter ce produit, comme vous achèteriez d'autres produits sous blockchain, automatiquement, vous scannez le QR code et vous allez avoir cette information qui apparaît ici. Alors, bien entendu, les différents stades, l'incubation, où cela s'est fait, le départ. Au niveau de l'élevage, ben là, c'est l'éleveur. Et je veux quand même vous montrer, elle dure 40 secondes, ceci, parce que c'est ce qui est le plus souvent. Attention, oui, voilà. Est-ce qu'on a le son? On va le redémarrer là. Tout à l'heure, on a eu quelques soucis avec le son. Bonjour, je suis François Daché, je suis éleveur de volailles label rouge d'Auvergne sur la commune de Louzillard. Les volailles sont nourries à base de céréales. Et les bêtes ils sortent dehors régulièrement, gambadent dans les prés. Les volailles sont soignées avec des plantes. On garde les volailles plus longtemps, ce qui donne une chair plus ferme et un meilleur goût. Et quand je conseille un proche, je lui dis que s'il va dans un magasin, un supermarché, s'il trouve le volaille fermé d'Auvergne, il sera sûr d'avoir la qualité en face. Quel est mon point d'attention par rapport à cela? Mais ça, c'est le message très percutant vis-à-vis du consommateur. Il est en contact direct avec l'agriculteur. Attention,
au travers d'un système que Carrefour a mis en place. Donc, méfiance. La RTBF, l'autre jour, nous a demandé si l'ensemble des agriculteurs que nous affichons sur les emballages des produits locaux, belges et autres, sont bien de vrais agriculteurs. C'est le cas. Mais je veux dire par là que ce lien avec l'agriculteur, c'est ça fondamentalement. Et Marianne le rappelait très très bien dans le cadre de présentation de producteurs locaux. C'est quand ils viennent dans les magasins expliquer ce qu'ils font que le consommateur a la confiance qu'il vient chercher et ne va pas nécessairement beaucoup plus loin. Donc nous devons nous défier de mettre en place des systèmes parfois beaucoup trop complexes, sauf si à la base l'autorité le souhaite, et de bien étudier quelle va être l'utilité de ce que l'on veut faire en y apportant tout le crédit. Il existe assez d'organismes tiers extérieurs accrédités pour le garantir et l'annoncer très clairement sur le site. Alors pour terminer, je voudrais ici... Attendez, parce que manipuler les deux, je ne suis pas les plus doués. Ici, vous le voyez, c'est un exemple de saumon fumé FQC. Mais vous retrouvez une information qui, d'emblée, vous cliquez dessus, vous allez avoir immédiatement le certificat, la validité, qu'est-ce qu'il couvre ou pas. Comme disait Marianne tout à l'heure, il y a beaucoup de labels, ben rien que dans le rayon de la pêche, il y en a déjà deux. C'est la pêche durable et puis c'est l'aquaculture durable. Ça vous fait déjà deux labels, mais le client nous demande si le produit provient de la pêche traditionnelle ou s'il vient d'un élevage. Donc on a bien l'obligation d'utiliser les deux. Et là aussi, il faut se poser la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à donner aux clients parce qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie, le monde de l'agriculture et du commerce, nous sommes capables de fournir beaucoup d'informations. Ici, nous sommes par exemple à Taïwan et je ne vais pas vous le passer, on va aller plus vite pour respecter le temps, mais vous avez clairement décrit pour cet élevage de porc l'utilisation, la non-utilisation d'antibiotiques après sevrage. Et là, ce sont les certificats signés par les vétérinaires qui, en ligne, tombent régulièrement au fur et à mesure des lots de production. Donc voilà un autre système. Est-ce que nos amis taïwanais ont ce besoin de réassurance? Ça, je ne le sais pas. Il y a d'autres spécialistes qui peuvent nous expliquer la situation sanitaire au niveau international. Mais par ailleurs, vous voulez savoir si l'abattoir est tout à fait aux standards et aux normes hygiéniques, ça se trouve dedans et ça nous permet d'avancer. Alors ici, on va voir si cela fonctionne. Je voudrais vous emmener dans un autre monde du commerce qui est le nôtre dans le cadre du commerce digital. S'il veut bien se brancher, voilà, vous voyez déjà le nombre de données. Regardez bien la partie gauche de l'écran. Bon, la partie droite, vous connaissez, et je ne viens pas ici pour faire du pro-domo. Mais dans la partie gauche, regardez bien tous les filtres que nous devons déjà, que nous essayons d'utiliser pour rencontrer des attentes que nous avons mesurées chez les clients. Il y a non seulement des filtres d'ordre commerciaux, il y a des filtres d'ordre prix, mais il y a des filtres d'ordre qualitatif. Il ne suffit pas de régler le problème de la traçabilité, évidemment, de la qualité. Il faut après penser à l'action fondamentale. Nous restons et nous sommes des commerçants au service des clients. Donc, vous le voyez ici. Si je descends, s'il veut bien, voilà. Que ce soit, je passe les promotions, vous voyez les détails sur les marques, les labels qualité. Ben, ici, on identifie ce qui est bio. En Belgique, 3 labels. Le label européen, le label belge, et nous avons maintenant un Bio Plus, qui intègre d'autres notions que ce que prévoit la directive européenne. 3 labels bio, je dois les avoir en Belgique. Donc ça fera 3 cases. Alors après, si fabriqué ici, nous sommes en France, évidemment, fabriqué en France, croyez bien que c'est fabriqué en Belgique et origine Belgique, ne vous inquiétez pas, nous avons le même chauvinisme chez nous. Les appellations d'origine protégée, forêt. Puis on va les régimes et préférences alimentaires. Ben oui, les clients qui viennent chez nous, tantôt ils veulent sans lactose, sans gluten, végétarien, végétalien, sans sucre ajouté, produits frais. OK. Et puis alors, c'est sans conservateur artificiel, sans huile de palme, sans additifs, sans colorant artificiel. Et vous voyez chaque fois le nombre de produits qui correspondent dans un assortiment, ici dans l'e-commerce, qui est de l'ordre de 30 000 références. Donc ça vous donne quand même une idée claire des filtres que nous devons avoir. Et d'autre part, regardez, on ajoute bien entendu le Nutri-Score.
12 000 produits avec un Nutri-Score en France, nous avons à peu près le même schéma en Belgique. Et dans l'Ecoscore, là, le groupe Carrefour France est tout à fait précurseur. On en a un en Belgique, mais forcément, on suit exactement la même technologie. 12 000 produits identifiés avec un Ecoscore. Donc, vous vous rendez compte que toutes ces données, je ne vous dis pas ce que c'est l'Ecoscore. L'Ecoscore, c'est une origine des 8 premiers ingrédients du produit, des 5 premiers ingrédients des produits. C'est un bilan du carbone avec Agribalise. C'est d'autre part des labels supplémentaires respectant tantôt le critère environnementaux. Bref, c'est aussi toutes des données qui se rejoignent ensemble et qui doivent faire l'office d'une sérieuse analyse dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors, nous allons revenir ici et je termine avec uniquement une autre application. Cette application, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas encore totalement en pratique pour le moment. Mais elle vous donne une idée jusqu'où on peut aller. Mais elle vous donne aussi une idée sur toutes les informations qu'il faut qu'on ait au niveau de nos produits qui, ici, regardez, vous êtes dans un schéma, vous avez fait votre liste de courses, très très bien. Et que va-t-il se passer? C'est que vous dites, mais je veux avoir les produits alternatifs les moins chers. Boum, d'emblée, grâce à le moins cher, tout l'assortiment de vos courses vous propose une série de produits le moins chers. Puis les produits bio, puis vous dites, non, non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les produits qui ont le meilleur Nutri-Score. Ça veut dire que là derrière, le qualiticien que je suis doit garantir au groupe que les données qu'on a là restent d'actualité. Et sont bien sûr toujours les moins chers. Et sont toujours au niveau du Nutri-Score adaptés. Parce qu'entre-temps, on n'en parle pas, mais vous avez les améliorations de produits, les bases de données qui changent. Et donc, je ne vous dis pas la difficulté que nous avons à pouvoir mettre cela en place avec des informaticiens, des ingénieurs civils qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir les données. Et aussi vite de pouvoir les utiliser. Donc, vous le voyez ici, que ce soit pour des produits alternatifs, que ce soit pour essayer de détecter un choix de consommateur. Moi, j'ai mes informaticiens qui viennent et mon marketing qui dit, Pascal, moi je sais que pour consommer la viande, il y a 3 critères qui sortent. Le produit doit être local, le fermier doit être correctement payé, le Nutri-Score doit rester cohérent et il faut garantir le bien-être animal. Voilà. Tu nous garantis ça pour les X milliers de produits que nous vendons en boucherie et nous sommes heureux. Donc, vous le voyez, c'est pas si simple que ça, mais les technologies sont là. Si elles nous permettent de mieux informer le consommateur, on doit bien sûr aller dans ce sens-là. Mais dans le respect général à la fois de la protection des données, ça c'est très clair, dans un deuxième temps, dans la faisabilité au niveau des acteurs de terrain, parce que je rejoins tout à fait ce que Marianne a dit, au niveau des producteurs locaux, les plus petits producteurs, c'est moins évident. Si on n'est pas un féru de l'informatique, j'en connais cependant quelques-uns qui nous font la leçon et qui nous améliorent, ce qui veut dire que c'est peut-être possible, mais il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres que pour réussir l'intelligence artificielle de façon collective, structurée, mesurée et certifiée. Je paye un organisme certificateur pour vérifier que les données que j'ai mis là-dedans restent toujours bien d'actualité et sont correctes. Merci, en m'excusant du petit couac du départ. Voilà, merci beaucoup Pascal. Nous avons beaucoup parlé depuis le début de la fourche à la fourchette et je voudrais donner la parole à la fourche. Et entre autres à Marie-Laurence Semaille, qui est ingénieure agronome de formation et qui est responsable de la cellule économique à la Fédération wallonne de l'agriculture. Je te passe la parole. Merci, bonjour à tous. Merci professeur Lequeux, merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir représenter les agriculteurs ici aujourd'hui. Alors je voudrais simplement très rapidement rappeler les objectifs de la fourche à la fourchette qui sont quand même vraiment très important pour les agriculteurs parce qu'on parle d'une réduction de 50% des pesticides, une réduction de 50% de l'utilisation des antibiotiques, une réduction de 20% des engrais utilisés dans
un pas de temps qui est relativement court puisque c'est 2030. Donc, vous l'aurez compris, au vu de ces objectifs chiffrés, il faut savoir d'où on part et donc effectivement mesurer, comme l'a dit Monsieur Aimant, c'est savoir et c'est surtout savoir d'où on part, c'est fondamental pour les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, je pense, comprennent bien les attentes des différents acteurs et maillons de la chaîne alimentaire. Les données sont importantes pour contrôler, les données sont importantes pour certifier, les données sont également importantes pour rassurer le consommateur, pour faire de la recherche, les données sont importantes pour se positionner sur un marché en tant que distributeur, mais pour les agriculteurs, ce qui est important de rappeler, c'est que les données doivent avant tout leur être utiles aussi à eux. Donc ça doit être un vrai win-win. Alors au niveau de l'agriculture, c'est pas évident et on l'a dit dans les interventions, il y a plusieurs freins, plusieurs étapes difficiles à passer. La première, c'est l'encodage et la collecte des données. Et donc c'est pour ça qu'à l'avenir, il est vraiment fondamental que l'ensemble des technologies qu'on va pouvoir développer et mettre en place prévoit un maximum d'automatisation de l'enregistrement et de la collecte des données. Ça va vraiment être un élément important parce que dès que le facteur humain intervient, c'est risque évidemment d'erreur, mais c'est aussi du temps et ce sont des activités particulièrement chronophages pour les agriculteurs qui n'ont pas ou presque pas de temps pour ces aspects administratifs. Alors, il va falloir également améliorer l'accès à ces nouvelles technologies pour les agriculteurs, ça a été dit par un intervenant. Donc c'est vrai que beaucoup de technologies existent, mais ne sont pas toujours disponibles pour les agriculteurs. Alors il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi elles ne sont pas disponibles. Il y a certainement un facteur de coût qui intervient également, aussi sans doute un facteur de vulgarisation et de faire savoir l'existence de ces nouvelles possibilités pour les agriculteurs. Alors, un élément important dont on n'a pas parlé non plus, et c'est lié au coût de ces technologies, c'est la juste répartition des surcoûts qui peuvent être liés à cette meilleure traçabilité, à cette meilleure certification. Ce sera important qu'il y ait une juste répartition des coûts. Or, on constate dans les faits que c'est souvent au niveau de l'exploitation que le gros de l'encodage des données se fait quand même. Et donc, pour l'agriculteur, cela représente un coût non négligeable. Il faudra également que la gestion de ces données se fasse dans le respect du RGPD et que cela reste des données qui soient aux mains des agriculteurs et qui puissent décider également de ce qu'ils font avec ces données. Ça, ce sera un élément important. Et je terminerai et j'ajouterai simplement qu'il reste une grosse inconnue dans cette équation. Pour nous, c'est le consommateur et les comportements d'achat du consommateur qui peuvent être variables en fonction de l'âge, en fonction des jours de la semaine. Et donc, effectivement, il faudra sans doute s'appuyer sur un étiquetage clair, simple et parlant pour le consommateur, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que ce sera suffisant de travailler via l'information et l'étiquetage? Est-ce qu'à un moment, quand on a des objectifs chiffrés aussi ambitieux au niveau de la stratégie de la ferme à la fourchette, est-ce qu'il ne faudra pas peut-être envisager quand même une certaine forme de cadre législatif pour mieux orienter le choix des consommateurs vers les produits qu'on veut voir consommer? Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Marie-Laurence pour ce complément d'information, pour cette ouverture. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaiterait faire un commentaire ou bien poser une question à l'un des intervenants? Oui. Peut-être je peux t'inviter à venir te mettre ici pour poser la question, pas de pour que problème. les internautes puissent te voir et te présenter. Ici ? Oui, ah d'accord. Voilà, comme ça les internautes Ok. peuvent te voir. Ben, merci. Donc, je m'appelle Nicolas Corsac, je suis un collègue de Antoine Clincard. Et j'avais plusieurs questions, notamment au niveau du Nutri-Score, justement. J'aimerais avoir un peu notion de... Pardon, Antoine, de validité de cet indicateur-là.
compte tenu du fait que pour moi, on pourrait donner un Nutri-Score A à une denrée alimentaire qui pourrait en outre comporter, je dirais, des produits ultra transformés, si je pouvais avoir un petit commentaire par rapport à ça. Merci. Oui, merci Nicolas. Donc, bon, comme son nom l'indique, ça ne porte évidemment que sur la qualité nutritionnelle et pas du tout sur le degré de transformation. Mais c'est un indicateur de la qualité nutritionnelle des aliments. Je dis bien de l'aliment et pas de la qualité du régime. Donc, il faut prendre là aussi, je pense, un peu de recul par rapport à ce paramètre. Et par exemple, comparer des aliments qui sont comparables. On pourrait prendre l'exemple d'un plat cuisiné. Il est clair que là, ce paramètre a toute sa pertinence, puisque selon que l'aliment est plus ou moins gras, plus ou moins salé, moins riche en fibres, etc., son Nutri-Score va évidemment être moindre, et peut-être se focaliser un peu moins sur des aliments qui sont quelque part presque des ingrédients. Je vais prendre l'exemple d'une huile ou d'une matière grasse. C'est clair qu'il ne faut pas diaboliser ce type d'aliment ou le stigmatiser. Ce n'est qu'un aliment qui est consommé en très faible quantité. Mais une fois encore, je pense l'information du consommateur est hyper importante. Et on constate parfois, évidemment, une utilisation de cette information sous forme de raccourcis. Donc, clairement, l'information est nécessaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Oui. Pascal. Juste aussi rappeler la dimension d'amélioration qui se retrouve dans ce genre de technologie. Le Nutri-Score, évidemment, je peux vous dire que nous sommes tous occupés, le monde de l'industrie aussi, à essayer de faire en sorte que les Nutri-Scores C et D arrivent plutôt vers B et C. Et donc, il y a cette volonté d'essayer toujours d'améliorer le critère ici, au sens nutritionnel du terme, d'améliorer les critères du produit pour pouvoir apporter quelque chose, certes, de plus sain. Mais peut-être une déviance pour laquelle il faut se méfier, ce n'est pas parce qu'un aliment est rouge qu'on doit arrêter de le consommer. L'aliment rouge dit simplement « faites attention ». Manger diversifié reste la règle de base. Mais si je dois prendre des exemples de produits hyper salés, qui fondamentalement sont toujours hyper salés, oui, il sera rouge, et d'autres produits sont peut-être orange, mais de l'autre côté, ça dit au consommateur « faites attention à ce que vous mangez à côté ». Et ça, on ne le diffuse pas assez. On a tendance à vouloir focaliser sur l'un ou l'autre. Alors, il y a un bon, il y a un mauvais. C'est pas ça, le Nutri-Score. C'est une éducation à la bonne consommation. Oui, peut-être Jean-François veut rajouter un commentaire. Non, j'étais plutôt parti pour une question nouvelle. Je ne sais pas si on peut continuer ce sujet-là, et particulièrement adressé à l'ensemble des intervenants et aux collègues français. Donc on a beaucoup parlé effectivement de toute l'utilisation des données pour des éléments de certification, etc. Et en grande partie, en termes de transparence, d'image, vers le consommateur, ce qui est très louable et qui répond à une démarche en partie commerciale et en partie sociétale par rapport aux attentes des consommateurs. Donc on a peu parlé à ce stade-ci de ce qui me concerne moi plus particulièrement, le food safety, la sécurité alimentaire qui fait partie des besoins de base. Je ne l'ai pas dit explicitement dans mon exposé, bien que ce soit sur les slides. C'est une notion dont nos contemporains, les consommateurs, ne sont plus trop conscients. Ils considèrent ça comme un acquis, tout comme le food security, le fait d'avoir à manger tous les jours, d'aller dans n'importe quel magasin et d'avoir à manger. On a eu un petit stress en début de période Covid, un petit stress, crainte de ce risque-là, qui ne s'est pas heureusement avéré chez nous. Mais donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à ce dont les gens sont plus conscients et qui répondent à leurs attentes. Et donc ma question elle est plutôt celle-ci par rapport à la gestion de risque et d'assurer ce food safety. Est-ce que d'une part, côté français, est-ce que vos autorités s'intéressent à vos travaux pour voir comment eux pourraient s'en emparer ou l'utiliser dans le cadre de la gestion d'incidents, de crises ou de micro-incidents, de cas ponctuels. Et d'autre part, peut-être à quelqu'un comme Pascal, de voir si les systèmes que vous mettez en place vous aident, accompagnent, ou est-ce que dans vos objectifs, il y a également un des objectifs de sécurité alimentaire, de voir comment les systèmes que vous avez mis en place, même si la vocation première est de répondre aux attentes des consommateurs, peuvent également être utilisés par rapport à des besoins plus, entre guillemets, primaires, mais fondamentaux.
Alors pour ce qui est food safety, effectivement aujourd'hui il y a des systèmes d'alerte qui sont en place et qui surveillent en fait toutes les possibilités d'épidémies qui apparaissent et qui les contrôlent. Les outils numériques permettent d'avoir les informations assez rapidement et donc avec des technologies qui vont scanner le web, qui vont récupérer les indicateurs qui sont connus, récupérer aussi des informations sur les réseaux sociaux quand ça paraît, les traiter, et ensuite essayer d'évaluer l'impact que ça peut avoir. Donc, est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est un produit qui est transporté sur des grandes distances, donc avec des possibilités d'impact plus forts pour les stopper. Donc effectivement, il y a tous des systèmes qui mobilisent différents outils numériques qui se développent et dans des pays où justement il y a aussi ce manque de sécurité d'approvisionnement alimentaire, en fait il y a aussi ces mêmes technologies qui se déploient pour essayer d'anticiper les zones où il y aura des manques de produits alimentaires. Et donc bon, ça s'intéresse aujourd'hui plutôt aux pays du Sud, mais l'idée c'est voilà, cette zone-là, elle va se retrouver en carence, en famine, et donc comment les approvisionner le plus rapidement, anticiper. En fait, on est dans des phénomènes d'anticipation et essayer de prévoir et de mettre en place les logistiques avant que l'impact soit énorme et que les populations soient impactées de manière importante. Donc effectivement, des choses sont en développement, mais c'est comme tout, c'est pas encore tout stabilisé, c'est beaucoup part de recherche sur pas mal de technologies. Donc est-ce que vos autorités s'intéressent, je pense peut-être aussi aux travaux de M. Saucède, à utiliser ces technologies-là dans le cadre de développement permettant une gestion d'incidents, de crise, enfin gestion de sécurité alimentaire au quotidien? Oui, c'est vraiment réfléchi. Et alors, c'est pas complètement encore établi, mais c'est vraiment, ça émerge. Et puis après, il y a pas juste repérer en fait les incidents. Il y a aussi quelle intervention et quelle action mettre en place. Et je dirais que pour l'instant, la réflexion c'est toujours pareil. Les outils existent, les possibilités existent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on répond et on les mobilise. Et ça, je pense que là, il y a encore du travail. J'en suis convaincu. Pascal, peut-être chez Carrefour, comment? C'était une des premières questions de base quand on a voulu lancer le projet, avec effectivement nos collègues venant comme hygiénistes, qualiticiens. C'est attendez, moi j'ai toutes mes données, et voilà par exemple les checklists que les autorités publiques utilisent actuellement, qu'on pourrait très bien faire passer. Alors après, la réflexion a été de dire, oui, mais est-ce que c'est ça qui va d'abord interpeller le consommateur? Par contre, vous avez vu dans le système, et ça aussi c'est limite, c'est qu'à un moment donné, quand on vous explique les différentes étapes, j'ai passé l'étape de l'alimentation là au niveau des volailles, vous avez le fournisseur de volailles, mais vous avez aussi l'adresse de son site. Vous pouvez donc aller voir sur son site. Mais là, sur son site, certains nous montrent leur traditionnelle mise en avant. Et c'est là que parfois on pourrait réfléchir à une information de part et d'autre plus structurée, qui pourrait répondre de façon légitime que quand moi je dise, ben voilà, au niveau des contrôles AFSCA, à telle étape, nous avons répondu à ça, ça, ça et ça. Vous voulez plus d'informations? Je devrais pouvoir appuyer sur un bouton, me semble-t-il, et où l'AFSCA dit très clairement, voilà ce que nous on fait. Je peux très bien l'expliquer moi-même, mais ça nécessitera aussi une supervision, etc. Et je crois qu'à un moment donné, il y a certains types d'informations qui doivent rester générales et communes à tout le monde. Parce que si chaque commerçant se met à interpréter à sa façon certaines choses, ça va devenir très complexe. Et là, je crois que, comme parfois on est obligé à soumettre la communication qu'on fait, je pense aux certifications bio et autres, ben, il est clair que peut-être demain, avec ces nouvelles technologies, on devra réfléchir à un meilleur échange de communication qui pourrait être utilisé alors sur cet outil-là. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment. Sinon, je viens d'en recevoir une. Oui. Rebondir par rapport à ce qui vient de se dire, mais pour le consommateur, en tout cas, l'aspect sécurité, il est implicite. Et donc, il fait confiance, normalement, à l'AFSCA, il fait confiance au magasin, etc. Et je voulais d'ailleurs demander à Jean-François, quand on a
annoncé qu'on pouvait avoir accès aux enquêtes et aux inspections par rapport aux restaurants, etc. Moi, quand je fais une enquête pour voir qui va voir les résultats d'une inspection avant d'aller choisir un restaurant, je ne connais quasi personne qui le fait. Et donc, voilà, on a un outil, on a des données qui sont données à un moment donné à des consommateurs, mais c'est pas ça qui les intéresse. C'est de voir est-ce que c'est bon, est-ce qu'on va bien manger, etc. Est-ce que l'ambiance y est sympa. Et donc, pour moi, ça reste vraiment quelque chose d'implicite. Et donc, c'est pour vous montrer que on peut donner beaucoup d'informations, mais à un moment donné, est-ce que c'est ça l'information pertinente? Je réponds à Marianne. Donc, tu l'as rappelé, effectivement, le food safety, la sécurité alimentaire, elle est implicite, elle est considérée comme sûre, en tout cas dans nos pays. Et heureusement, il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il y a derrière, le premier travail qui est celui des opérateurs. Hein. Nous, on n'est jamais qu'un organisme, entre guillemets, de contrôle de ce qu'ils font. Mais donc, il y a ce tout gros travail dont le consommateur n'est plus forcément conscient. Alors, effectivement, on a brainstormé, évoqué plusieurs pistes, etc., pour avoir, suite à une demande sociétale, je vais dire, à publier les résultats. Et de manière compréhensible par les consommateurs, ce qui nous a fait finalement parvenir au système actuel, qui est probablement pas parfait, mais qui via un système de logo, de smiley finalement, donne des résultats, un aperçu des résultats, des derniers résultats d'inspection. Tous les consommateurs peuvent aller le voir. Peu le font. On est en train de modifier notre site internet, faciliter cet accès-là. Mais comme tu dis, ça répond à une demande sociétale. Testachat était en première ligne pour demander ça. Je pense à juste titre, on doit travailler en transparence, d'autres pays l'ont fait aussi de manière différente. Mais est-ce que le consommateur lambda fait ces démarches-là? Effectivement, je ne pense pas. Il considère effectivement que c'est acquis, autrement c'est fermé, pour schématiser. Voilà. Mais j'ai une question... Oui? Oui, pas de problème. On est là pour ça. C'est effectivement une question très importante. Et d'ailleurs, je me ferai corriger s'il le faut, mais il me semble que... du moins les démarches de Walmart d'expérimentation sur la blockchain sont arrivées dans un contexte de contamination de salade de 4e gamme, je crois, par des bactéries E. coli. Des expérimentations en Chine où les consommateurs ont été extrêmement sensibilisés par des problèmes sanitaires sur du lait infantile, si je ne me trompe pas. Donc on a quand même des chaînes qui sont de plus en plus sûres, mais se pose aussi la question d'éliminer au maximum les risques ou d'être de plus en plus précis pour les faire revenir. Donc ça, c'est un aspect. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Le deuxième aspect, c'est on a des données, mais une certaine partie de ces données aussi sont personnelles, peuvent toucher les consommateurs. Et des questions se posent de jusqu'où on peut aller si un produit doit être rappelé, par exemple. Comment informer les consommateurs, jusqu'où aller, et dans quel cadre réglementaire d'exploitation des données aussi. Donc il y a, je crois, beaucoup de travail aussi à ce niveau-là. Je confirme. Alors, je vais donner maintenant la parole à un consommateur qui m'a interpellé et voici sa question. Ce qu'il recherche, c'est la simplicité, d'abord. Donc, lui, il est chez lui, il a son téléphone intelligent et il a téléchargé une application. Et dans cette application, il y a les critères non négociables. Par exemple, il veut garantie au niveau aliments sains, pas de transmission de maladies, et par exemple bio. Et puis deuxièmement, il a choisi des critères si possible présents, par exemple circuit court, ou par exemple pas de sucre ajouté. Le consommateur, je vais sur le site internet ou dans le magasin, je scanne le QR code de l'aliment, il n'y a plus aucune inscription, les tous les machins, il y a un QR code, je le scanne et je regarde, comme avec le COVID Safety Kit, vert oui, rouge non, orange, les critères non négociables sont respectés, mais les autres, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce possible maintenant ou demain? Ah, c'est la demande du consommateur. Pascal. Je ne vais pas dire où on en est. Ce matin, on entendait sur les chaînes publiques que M. Bompard avait annoncé un investissement de 3 milliards d'euros dans le digital. Il est évident que des groupes comme Walmart, comme Carrefour et d'autres, au niveau international, nous travaillons d'arrache-pied là-dessus parce que notre mission de base, pouvoir informer au mieux et au plus juste le consommateur par rapport à ses propres envies, c'est fondamental. Il y a une évolution dans le temps qu'il faut bien voir.
Dans les années 2000, on travaillait ensemble sur des sujets de qualité. La définition de la qualité était l'ensemble des caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent l'aptitude de répondre à des attentes explicites et implicites d'un client. À l'époque, les attentes explicites, ça doit être bon et pas cher. Et les attentes implicites, le bien-être animal, le bilan carbone, le bilan nutritionnel, elles se sont faites jour au fur et à mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, nous devons gérer ces attentes implicites et les commerçants comme les industriels qui les ont perçues à l'époque sont aujourd'hui des leaders. Donc oui, monsieur Lequeux, on est tous occupés à travailler sur ces bases de données. Tous, on est occupés d'essayer d'anticiper les attentes implicites de clients, mais il faut faire le lien avec le terrain, et comme le disait Marie-Laurence Semaille tout à l'heure, il faut que ça puisse se développer avec les partenaires de façon super efficace et autre. Et je crois que la technologie des capteurs devient quelque chose de fondamental à développer pour pouvoir arriver, et là je laisserai plutôt aux experts le soin de s'exprimer, à ce genre de système que vous évoquez. Mais n'oublions pas, le respect général des données personnelles devra toujours être la première règle du jeu dans cette optique-là. Mais je vous laisse peut-être commenter la partie plus technique. D'un point de vue technique, j'en serais bien incapable, mais c'est vrai que se pose aussi la question de comment mettre en place en fait ces choses-là entre les acteurs, et notamment quand le cas des producteurs locaux, par exemple, des petits producteurs a été évoqué. Et là aussi, il y a je crois aussi tout un travail à faire. Dans le cadre de notre projet, c'est un point qu'on a mis en évidence, et un certain nombre d'acteurs peuvent aussi se poser la question de pourquoi partager des données, comment le faire, quelles données partager, c'est quoi la valeur de mes données, à quoi elles peuvent servir, comment est-ce que collectivement on peut construire une information qui va répondre justement à ces attentes. Donc vous voyez, là encore, plutôt que d'apporter des réponses, je pose des questions, mais je vais complètement dans le sens de cette question. Alors juste sur la partie des capteurs, oui, effectivement, aujourd'hui, on s'oriente vers le fait que, avec l'internet, l'IoT, en fait, les choses soient captées et soient basculées dans des bases de données. Mais ici, en fait, pour pouvoir être traitées après par des techniques de machine learning, etc., et donc de faire des prévisions. Mais là, ce que on voit, c'est que, en fait, on a des soucis aussi très techniques et pratiques. C'est que faut que les données soient dans certains formats, faut qu'elles soient basculées avec une certaine vitesse. Par exemple, si on parle de safety, il faut que ça soit des vitesses rapides pour qu'on repère l'information aussitôt qu'elle apparaît, presque. Et en fait, il y a des contraintes technologiques, en plus du respect des données personnelles, qui sont pas complètement résolues. Et un des points, c'est vraiment que les données qui sont capturées par un capteur puissent être réutilisées dans d'autres contextes. Et ça, c'est pas encore le cas. Je crois que vous avez une question. Oui, donc moi, je me pose une question toute bête. J'essaye de me mettre à la place de l'agriculteur. Et je me dis, bon, je récupère mes données, j'encode mes données, mais comment est-ce que je peux avoir encore le choix de la personne ou du groupe à qui je vais vendre ? Parce que si je récupère mes données pour le système Carrefour ou pour, ou le système Auchan ou le système, comment je fais pour avoir encore le choix à qui je vais vendre mes produits, puisque c'est pas uniforme apparemment. Alors, tous les systèmes ne sont pas. Merci. Vous soulevez exactement le point sur lequel nous sommes en pleine discussion actuellement, que ce soit sur le Nutri-Score ou l'Eco-Score. Il a fallu à un moment donné qu'on se mette tous d'accord. Quel système veut-on utiliser ? Aujourd'hui, la question est encore sur la table pour l'Eco-Score, par exemple, mais ça répond à ce que vous dites. C'est de savoir, tiens, va-t-il y avoir demain en Belgique un seul système qui va nous permettre de gérer de la façon souhaitée, au travers de
La question est au Parlement en France, si j'ai bien suivi vos dernières actualités, où vous avez des auditions qui se font pour le moment et où ils doivent choisir quel est le bon système d'étiquetage environnemental, l'EcoScore, le Planet Score ou autre. À partir du moment où, via l'autorité publique, on a un outil qui, sous l'accord des différentes parties prenantes, le monde agricole, les transformateurs et les commerçants, qui se mettent en place et qui peut fonctionner, alors à partir de ce moment-là, vous récupérez votre liberté. Dans l'autre cas, vous allez être obligé d'adhérer à chacun des systèmes des clients potentiels. Mais je vous invite à faire une chose, qu'on ne vous fasse rien payer, parce que ça doit être à charge de ceux qui vous le demandent. Ça, c'est très clair. Et donc, à ce moment-là, il faut... Mais on a connu ça tout un temps dans les histoires de nos labels et autres. Et donc, on s'est tous mis autour d'une table avec le monde agricole pour essayer d'uniformiser au maximum. Mais votre question a toute sa réalité aujourd'hui et se discute au Parlement. Merci. Alors, oui, je passe la parole à Marie-Laurence, s'il te plaît. Merci. Peut-être un petit élément complémentaire par rapport à ce que Pascal a dit. Effectivement, on a un problème de rapport de force quand même qui se crée entre un exploitant familial qui veut vendre son produit et un distributeur ou un transformateur, c'est parce que c'est le cas aussi avec certaines laiteries, qui dit tiens, je donne un petit plus si tu encodes une série de données et si tu me transmets l'information, ou je donne un petit plus sur le produit si tu me donnes accès à tes données qui sont dans telle base de données. Donc effectivement, individuellement, une donnée peut sembler ne pas avoir beaucoup d'importance ou beaucoup de valeur pour un agriculteur, mais c'est clair que quand on rassemble l'ensemble des données de tous les producteurs laitiers de Wallonie, par exemple, ça a une réelle valeur à différents niveaux. Donc, au niveau de la fédération, on est en train, en tout cas à notre niveau, de travailler d'un point de vue juridique par rapport à la protection de ces données individuelles, voir comment on peut quand même laisser la liberté aux différents opérateurs de la filière d'échanger entre eux leurs données, mais tout en protégeant la réelle valeur qu'a un ensemble de données. Et je pense que un bel exemple en termes de gestion de données et aussi de conciliation avec cet élément de protection, c'est les bases de données antibiotiques qu'on a créées. Donc on a 2 bases de données où on collecte l'ensemble des données antibiotiques pour les différents secteurs, porc, volaille, maintenant lait, et ça va démarrer aussi pour les bovins à viande. Et on le fait à 2 niveaux. D'abord des niveaux régionaux, où ce sont les organisations d'identification animale qui s'occupent d'encoder ces éléments-là. Et alors, ces bases de données, je vais dire, plus sectorielles, ou en tout cas co-gérées avec les agriculteurs, transmettent les données pertinentes à une base de données publique qui permet de répondre aux exigences légales en la matière. Et je pense que c'est une structure, en tout cas à étudier. D'abord, organiser et fédérer les agriculteurs pour qu'ils rassemblent leurs données et qu'ils le fassent dans le respect d'une base légale en matière de collecte de données importante pour la chaîne alimentaire. Dans ce cadre-ci, c'était la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, c'est un modèle qui me semble pertinent pour rééquilibrer le rapport de force au sein de la chaîne alimentaire et toujours dans une optique de meilleure répartition de la valeur ajoutée également. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question, parce que le temps avance. Elle me vient d'un médecin qui suit nos présentations. Donc, il s'occupe avec moi d'un groupe sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et il me dit qu'il y a actuellement indubitablement une OPA des GAFAM américains et des NATU chinois sur tout ce qui touche à la santé. Ils sont en train de racheter toutes les applications qui sont intéressantes. Cela n'étonne pas grand monde. Or, je voudrais savoir si, d'après vous, c'est une bonne chose qu'on a entendu parler que IBM s'investit, l'IBM Food Trust, on en a évidemment beaucoup parlé. Mais est-ce que c'est une bonne chose que les grandes compagnies s'intéressent aussi à la filière alimentaire, ou bien est-ce que c'est un danger de monopole? Une réaction à ce propos, à cette question? Oui, Jean-François. Oui, de manière très générale, je pense que ça peut être les deux. Ça peut être une opportunité dans le sens où ils ont des moyens et une connaissance gigantesque qui peut, si elle est utilisée de manière vertueuse, vraiment apporter un plus
qui soit décliné par rapport aux aspects commerciaux, par rapport aux aspects de sécurité alimentaire, etc. C'est un risque si ces données-là sont utilisées à mauvais escient. Voilà, je vais revenir 2 secondes sur ce que Marie-Laurence disait, aussi par rapport aux données des agriculteurs et la manière dont elles sont exploitées, qui a quel droit quoi. D'une part, on a fait avec les organisations qui sont nos bras armés sur le terrain, Arcia DGZ, un groupe qui justement étudie la question, parce que c'est hyper complexe entre ce qu'on doit faire comme transparence, mais également ce qu'on doit faire en termes de respect des données. Le juste équilibre est très difficile à trouver, d'une part. D'autre part, c'est un thème qui sera développé, et ceci c'est une annonce lors de l'Agri-Sommet qui se tiendra le 17 décembre, organisé par la Foire agricole de Libramont, où vraiment ce sera au cœur de ce thème-là, et ces problématiques seront évoquées. Voilà, mais je crois que le temps est venu de clôturer ce débat, mais j'espère que c'est en réalité le début d'une collaboration non seulement franco-belge, mais également pour tous les intervenants de la filière, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les transformateurs, les contrôleurs, les distributeurs et les chercheurs. Bon, le défi est énorme, hein. Nous savons faire le grand écart entre trouver une solution à la fin dans le monde, une production quantitative, et d'un autre côté, respecter des exigences de plus en plus contraignantes au point de vue bien-être des animaux, bien-être de l'environnement, bien-être des individus. Ça n'est pas évident, mais je crois que nous avons des très bonnes cartes dans notre jeu. D'abord, il y a une tradition en France et en Belgique de production de qualité, de production en quantité appropriée et en variété appropriée. Il y a des possibilités indubitables de circuits courts pour garantir le bien-être des animaux et le bien-être de l'environnement. Il y a des systèmes de contrôle qui fonctionnent bien, et il y a aussi des instituts de recherche extrêmement performants, à la fois en France et en Belgique, qui vont nous permettre, je crois, d'avancer le plus rapidement possible dans l'intérêt et des producteurs et des consommateurs. Donc je tiens à remercier ici, d'une part, l'ambassade de France et AI4Belgium pour avoir pris cette initiative. Je remercie l'Université de Liège et tout particulièrement la faculté de médecine vétérinaire pour nous accueillir en son sein. Je remercie tous nos intervenants ici qui ont donc fait preuve non seulement de beaucoup de compétences, mais beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup d'honnêteté. On n'est encore nulle part. Il y a quand même des choses faites, mais il y a des grandes possibilités. Et j'invite donc les membres ici présents à contourner, à continuer ces discussions autour d'un verre ici au premier étage. Et quant aux internautes, je leur souhaite une bonne fin de matinée. Merci à tous.